self-reliance in economic, political, and cultural terms. Hence, Samir always stressed the role of the peasants in defending their land, their water, and the small household agriculture as paramount to the delinking strategy. The fight for ecological justice, the defense of the commons for the sustainable livelihood of the people, is thus also an integral part of delinking from savage globalization. The majority of peasants in China and Vietnam still holding on to a piece of distributed land is an important gain of the socialist revolutions, hence Samir's unflinching defense of such gains. In the interview he gave to Chinese friends in May this year, he also stressed that China should not go for financial globalization. That would be disastrous for China. I feel that in these difficult times of the onslaught of the imperialism of the Triad, we should seriously revisit the theoretical legacies that Samir has left us in the search for alternatives. And they include the following: the cultural affirmation of non-Eurocentric civilizations and the advancement of participatory democracy associated with social progress for the majority of working peoples, the upholding of national sovereignty by delinking from the prescriptions of the imperialist powers, and the revival of small peasant agriculture and rural life, and the guarantee of national food sovereignty. In the seminar 2 weeks ago, we discussed, for example, the question of development. There is no universal or abstract capitalism, but actually existing capitalisms. While we agree that oppositions between the center and the periphery cannot be resolved within the capitalist framework, we also discussed whether there are so-called phases of development that each society has to go through. If we do not take a linear view of development, is it necessary for all societies to go through capitalist industrialization and the forms of so-called modernity that we know of? We also discussed the ecological issues. I thank Lily and Sharif for taking me to Samir's office the day before. In that office, in December 2016, we had a last meeting between Francois Hutin, Samir, and me. We discussed the ecological crisis, and Samir stressed that the ecological crisis cannot be resolved within capitalism. Samir was a communist with a vision and commitment for communism tenderly nurtured in his heart, his thought, and his deeds. At different points of his life, Samir had affiliated with various political parties, the Communist Party in France or Communist and Socialist parties in Egypt. I find Samir not the least orthodox or dogmatic on the question of political parties. He had faith in the idea and not necessarily in the institution. He felt that one can at the same time be member of several political parties. Why not? Then would come his lovely grin. He kept his friendship with many veteran communists, even though he did not agree with some of their positions. Samir was not only a great theorist and thinker, he was an activist, organizer, for he saw organizing as a crucial means to defend and further the gains of social movements and socialist revolutions. Not only did he play a founding role in Codesria, he also initiated the Third World Forum, the World Forum for Alternatives, and Global University for Sustainability. He had always stressed that what unites us is more important than what divides us. He had worked for a broad convergence of popular movements, trade unions, peasant movements, activist intellectuals, and he would not exclude the involvement of political parties or progressive governments. In 2010, we started the idea of the Global University for Sustainability, and it was intended as a platform for dynamic exchange of alternatives in theory and in practice. Samir was one of the core founding members, and we have altogether over 200 founding members from all continents. Books by Samir, including a collection of his writings to be published very soon by the Monthly Review Press, will be uploaded for free downloads on the Global U website. Immanuel Wallerstein said of Samir, "I remained always his comrade in the struggle. There is only one struggle. We must transform the world." And indeed, as Samir once said, the future is still open. It is still to be lived. Thank you. Merci beaucoup.
Je voudrais maintenant passer la parole à M. Hassan Remaoun, professeur à l'université d'Oran 2 en Algérie et membre du CRASC à Oran. Et bien sûr membre du comité exécutif du CODESFIA. Merci Madame la Présidente. Il est très difficile de s'exprimer après tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a eu des témoignages très précieux et puis il y a eu un parcours extrêmement riche qui nous a été présenté de la vie de Samir Amin par des personnes qui l'ont connu de très près, qui ont réfléchi avec lui, qui ont travaillé avec lui, qui ont milité avec lui. Et ceci est d'une véritable richesse. Rapidement, en ce qui me concerne, je voudrais juste peut-être revenir sur des éléments de socialisation peut-être de Samir. Socialisation effectivement par l'histoire, hein, rapidement, très rapidement, et puis aussi par ses sources théoriques, là où il a puisé, et ce qu'il a pu amener de nouveau en quelques mots. Ça sera extrêmement très bref. Par l'histoire, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un, on l'a dit, c'était un Égyptien qui a beaucoup, jusqu'à l'âge de pratiquement de 17-18 ans, jusqu'à son baccalauréat à Port Saïd, il a vécu en Égypte avant de se retrouver en France. Donc il a participé aux luttes wafdistes, des mouvements politiques contre la présence britannique. Un moment où vous aviez un petit peu, en 1948, l'échec de l'Égypte face à Israël. Il a suivi de près, effectivement, l'événement de Suez. Il a été marqué par la conférence de Bandung, on a dit marqué par la révolution chinoise, marqué par les luttes de libération en Afrique, en Asie, au Vietnam, en Algérie, en militant au PCF. Il a fréquenté beaucoup les milieux émigrés, notamment africains et des pays arabes. Donc c'est quelqu'un qui s'est socialisé. Et puis, après sa thèse, 1968, il participe il est présent lorsqu'il y a les événements de mai 68, au moment où il soutient sa thèse en quelque sorte. Il était revenu entre-temps en Égypte, il a vécu, il a dû fuir après parce qu'il y a eu des moments de rapprochement et de distanciation par rapport à des régimes qui tantôt sont progressistes, tantôt sont répressifs. Il avait quitté l'Égypte de nouveau en 58-59 après la répression contre la gauche. Il se retrouve de nouveau à Paris. On le voit qui se met à cheval entre la France et le Mali parce que le Mali ouvrit des perspectives. Et à partir de ce moment-là, il est très attentif à tout ce qui se passe dans le tiers-monde. Il y a des événements historiques forts qui ont marqué sa trajectoire, qui ont marqué sa vie, et ceci, il ne faudra pas l'oublier. Il faudra revenir plus longuement sur ces aspects-là. Deuxième aspect que je voulais aborder, c'est un petit peu peut-être sa contribution, disons, plus théorique, en puisant effectivement dans l'héritage marxiste, dans l'héritage de Karl Marx, puisque c'est de là-bas, c'est à partir du marxisme que s'est forgé l'essentiel de sa pensée, tout en restant ouvert à toutes les autres productions humaines, évidemment. Il le dit lui-même, ça a été un homme d'action. Il ne faut pas oublier que c'est un homme d'action et un homme de pensée qui a toujours essayé de joindre les deux. On a suffisamment parlé des organisations qu'il a contribué à fonder, à créer. Le CODESFIA, l'ENDA, le Forum social, en 1973, l'Association des économistes du tiers-monde à Alger. Il était actif, il était sur plusieurs fronts à la fois. Mais c'est aussi un homme de pensée. Et du point de vue de sa pensée, comme il le dit lui-même, il me dit, je me suis posé deux questions. Comment ça se fait que le capitalisme est apparu en Europe? Première question. Deuxièmement, pourquoi crée-t-il la polarisation, la dépendance, le sous-développement? Donc ce sont ces deux questions qui, pour l'essentiel, vont guider sa lecture des textes classiques et ses études et ses travaux. Rapidement, pourquoi, la première question, pourquoi le capitalisme est né en Europe? Alors, contrairement à la thèse qui était dominante à l'époque, qui considérait qu'il y a eu en quelque sorte
une sorte de linéarité dans l'histoire de l'Europe, une sorte de modèle qui s'est opéré presque téléologique, où on est passé successivement par les différents modes de production esclavagistes, féodales et capitalistes depuis la commune primitive jusqu'à maintenant, tandis que ce qu'on appelait l'Orient, l'Asie, le tiers-monde, etc., était beaucoup plus marqué par l'archaïsme, équivalent de mode de production asiatique. Il va relire un peu les travaux de Marx, et notamment, il va relire l'introduction générale à la critique de l'économie politique, les Grundrisse. Et il y a un chapitre, notamment forme qui précédait la production capitaliste, où apparaît cette notion de mode de production tributaire, qui nuance un petit peu la pensée de Marx, qui s'était constituée au début à partir des relations de voyageurs. Il n'a pas été dans les pays du tiers-monde, il a fait un séjour en Algérie où il a écrit un texte, pour des raisons de santé, et où il parlait en fait, en étudiant la propriété foncière et sa déstructuration par la colonisation, il parlait de mode de production archaïque, de société archaïque en fin de compte. Donc il y avait l'archaïsme d'un côté, puis vous avez un système linéaire. Disons que c'est la lecture dogmatique qui en avait été faite. Il va changer d'angle en s'appuyant sur cette notion de mode de production tributaire. Il dit qu'il y avait un mode de production tributaire qui va exister partout en fin de compte et qui serait apparu après ce qu'on appelait la communauté primitive. Mais ce mode de production tributaire va évoluer de manière différente. Alors qu'en Orient, il arrivera à une apogée avec des systèmes extrêmement centralisés, extrêmement stabilisés, avec les grands empires en Égypte, en Chine, voyez, l'Inde, etc. et tout. Donc, il y a un système qui se structure, qui se stabilise, qui va vivre longtemps. Marx disait que, quels que soient les conquérants en Égypte, ils font toujours tourner la même machine autour du fleuve. Le même vie, le même type économique. Le contrôle de la société, en contrôlant le fleuve, on contrôle toute la société. Et ailleurs, cependant, vous allez en Europe, vous avez une dissémination. Vous avez des points d'eau, c'est certain, et vous avez des systèmes. Le système féodal a pu fleurir parce qu'il y avait une incapacité de centralisation après l'éclatement de l'Empire romain. Une incapacité de centralisation, et donc nous avions un système tributaire, mais qui était très faible par rapport à celui de l'Orient. Les deux étaient tributaires. Pourquoi? Parce qu'ils prélevaient sur la population. Ils subsistaient parce qu'ils opéraient des prélèvements. Et ces prélèvements, c'était quoi? C'était à partir de la corvée, donc le travail, la mobilisation de la population pour des travaux qui sont commandés par l'autorité, soit le seigneur féodal, soit l'Empire, et soit des impôts ou des taxations en nature, des prélèvements. C'est en ce sens que c'est un système tributaire qui aurait eu tendance à se développer partout. Mais pourquoi en Europe ça a changé? Parce que le système était plus faible qu'ailleurs. Il a moins résisté aux aléas. Ailleurs, il était plus fort, plus centralisé, et donc il y avait plus de stabilité. Et ça rappelle un peu ce que disait Lénine, quand on lui disait comment ça se fait que la révolution triomphe en Russie, qui est un des pays attardés, etc., en Europe, il dit parce que c'est le maillon le plus faible de la chaîne des États impérialistes. Pour toute une série de contradictions. Et ça renvoie un petit peu aux théories de Romain, un historien, qui avait développé l'idée qu'en histoire, les grands processus sociaux n'émergent jamais de manière linéaire, mais ils émergent par la périphérie. C'est toujours la périphérie qui amène le changement. C'est des phénomènes qu'on retrouve en biologie avec l'évolution des espèces, avec l'évolution aussi de la matière. Vous savez, si vous avez dans l'univers, vous avez les matériaux les plus condensés, les plus concentrés, c'est ceux qui auront le moins de chances d'évoluer par la suite. Plus vous êtes un corps léger, plus vous avez la capacité de changer plus rapidement, vous êtes plus instable. Et exactement ce qui se passerait. Donc, pourquoi? Parce que donc, le système était plus centralisé, il était plus faible en Europe. Et quand il y a eu le processus de centralisation, par opposition à ce qu'on appelait un petit peu le despotisme oriental,
depuis Montesquieu jusqu'à Wittfogel, etc. et tout, il y a un processus d'émergence d'État absolutiste en Europe qui va apparaître. L'État absolutiste avec Norbert Elias, on se reporte aussi à Perry Anderson, et on a un descriptif. Donc il y a une centralisation qui va s'opérer en Europe, mais elle va s'opérer aussi, le pouvoir central a besoin de s'appuyer sur d'autres classes sociales, contre d'autres seigneurs, et on va s'appuyer sur la bourgeoisie émergente, qui se déploie avec le déploiement des rapports marchands. Donc il y a un processus original qui a pu se déployer en Europe. Donc ce n'est pas parce que c'est la linéarité, ce n'est pas à cause de l'archaïsme que l'Orient est resté en quelque sorte en retard, mais pour d'autres raisons qu'on essaye un peu de théoriser à travers cette notion de mode de production, donc tributaire. Deuxième aspect, pourquoi la polarisation, pourquoi y a-t-il cette production du sous-développement, comment il explique cela de la tradition marxiste, et ce que va développer Samir Amin. Samir Amin, il va expliquer que, il va revenir sur la 8e section du livre 1 du Capital, comment s'opère l'accumulation primitive, bien sûr le rôle du capital, mais il va innover en disant qu'en fin de compte, l'impérialisme existe dès le début. Ce n'est pas un stade seulement suprême du capitalisme, il y a un processus impérial qui se constitue dès le début, et en même temps, cette accumulation primitive, elle continue toujours. Elle est toujours présente, elle s'exprime comment? Elle s'exprime essentiellement à travers l'échange inégal, si vous voulez, en gros, rapidement. Et donc la solution à cela, il dit, il y aura toujours cet échange inégal tant qu'on ne changera pas de système. Donc la solution, c'est la dissociation, c'est la déconnexion par rapport au système capitaliste mondial. C'est la solution. Alors évidemment, comment lier la pensée et l'action là? Ça rejoint un petit peu, est-ce que c'est de l'utopie? En tout cas, c'est une utopie positive, qui est porteuse. Ce n'est pas une utopie morbide. Ce n'est pas du tout l'utopie de la fin des idéologies ou du clash des civilisations. C'est autre chose, tout à fait autre chose. Et en plus de cela, elle a la capacité quand même de maintenir ce lien contradictoire, dialectique, affirmé par Gramsci, comment joindre le pessimisme de la raison et l'optimisme de l'action. Voilà. Il ouvre des perspectives à l'action. Alors rapidement, pour conclure, je suis désolé, je conclue en quelques mots. Vous vous imaginez un petit peu, puisqu'on a parlé dernièrement d'Aristote, on a parlé de l'éthique. Bon, nous ne parlerons pas de l'éthique, nous allons revenir aux politiques et à l'économique. Regardez sa théorie de l'esclavage. Comment il a déployé à l'époque? Vous savez, il y avait un système métaphysique, l'esclavage est quelque chose de naturel parce qu'il y a des forces cosmogoniques, cosmiques qui interviennent et qui font que c'est comme ça. Il y en a qui sont nés pour être esclaves, les autres, c'est une théorie extrêmement fixiste. Et puis en même temps, il y a une raison économique. On ne peut pas se passer d'esclaves parce que pour travailler, nous avons des instruments animés et des instruments inanimés. Sans instruments animés, on ne peut pas mouvoir les instruments inanimés. Donc on a besoin d'esclaves et on ne se passera jamais d'esclaves. Alors imaginez Aristote venir de nos jours et visiter le monde. Nous avons une existence extrêmement réduite de quelques décennies qui ne dépassera pas le siècle. Mais l'histoire est un processus extrêmement long et c'est un processus d'accumulation. C'est un processus d'accumulation, c'est comme le capital. Marx disait quelque part, les hommes font leur propre histoire, mais ils la font dans des conditions précises héritées du passé. Et ça rappelle un petit peu le rapport entre capital inerte, ou travail mort, et travail vivant. Le travail mort, comment il est réactivé toujours par le travail vivant, et c'est à cela que nous devons réfléchir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Madame Lily Bayoumi, qui a parlé au nom de la famille de Samir Amin. Lily, vous avez la parole.
Madame la présidente du comité exécutif, le professeur Dotsiti Kata, Monsieur le vice-président, le professeur Kolo Foe, Monsieur le secrétaire exécutif, le professeur Godwin Murunga, Mesdames et Messieurs les membres du CODESRIA, du Forum du Tiers-Monde, du Forum mondial des alternatives, de ENDA, Mesdames et Messieurs les membres de la grande communauté panafricaine, Madame Isabelle Amine présente ses excuses et regrette de ne pas pouvoir assister à l'hommage que vous rendez à son mari, feu professeur Samir Amin. Je travaille avec Samir Amin depuis 1985 et nos liens sont plus anciens. Isabelle m'a appris à lire et à écrire à l'école primaire. Et Samir était un ami de mon père qui était membre du RDA avec feu le docteur Doudou Gueye et feu le président Houphouët-Boigny. Samir était un intellectuel, un panafricaniste, le père de l'anticapitaliste mondial. Samir était humble, simple et généreux. Il m'a appelé en août, j'étais à Dakar, pour être auprès de lui pendant ces derniers jours. J'ai perdu un père, un confident, un conseiller. Il me manque beaucoup. Que son âme repose en paix. Je vous remercie. Qui n'a pas connu Lily auprès de Samir ne connaissait pas Samir. Lily était la béquille de Samir. Hein? Oui. Alors, je voudrais, au nom du CODESRIA, remettre ceci à Isabelle et à sa famille. Voilà. J'espère que j'étais bref. Merci Lily. D'accord. Alors, il y a une dernière personne qui est sur la liste, donc je vais laisser à Dongo Ok. lire. Bonjour. Donc, chers collègues et amis, je voudrais commencer par remercier le CODESRIA de nous donner collectivement l'opportunité de rendre hommage aujourd'hui à Samir Amin et ce faisant d'entretenir sa mémoire. Je remercie également le Forum Tiers-Monde, représenté par son président Chérif Salif Sy et Dembo Moussa Dembélé, des compagnons fidèles de Samir Amin qui m'ont fait connaître celui que je considère comme un grand maître de l'économie politique. Je n'oublie pas la grande combattante, aussi discrète qu'efficace, et qui a longtemps été aux côtés de Samir Amin pour l'épauler. Je veux dire Lily Bayoumi. J'articulerai rapidement mon intervention autour de deux questions. Qui est Samir Amin et qu'est-ce que j'ai retenu de ses enseignements? Qui est Samir Amin? Samir Amin, né en 1931, figure parmi les penseurs du Sud ayant contribué de manière décisive à amorcer la rupture épistémologique vis-à-vis du discours eurocentrique qui imprègne les sciences sociales et humaines. Sa disparition le 12 août dernier est une perte énorme pour sa famille, ses amis, ses collaborateurs et ses nombreux sympathisants partout à travers le monde. Autant l'intellectuel marxiste et militant communiste était exceptionnel et d'un engagement éthique sans faille, autant l'homme était humble, serviable et généreux. C'est une chance et un privilège d'avoir pu côtoyer cette figure paternelle et chante l'internationalisme des peuples
qui signait toujours ses emails avec la mention « fraternellement ». Pour moi, Samir Amin a été une source d'inspiration intellectuelle importante. C'est l'intellectuel dont l'œuvre m'aura le plus marqué par son audace, son originalité, sa pertinence et son actualité brûlante. Malgré son emploi du temps généralement chargé et la différence d'âge, il a toujours pris le temps et le soin de lire et de commenter mes écrits avec une générosité assez inhabituelle pour des penseurs de son envergure. Ce qui fascine chez Samir Amin, c'est surtout son indiscipline. Indiscipline dans un double sens. Pour commencer, sa pensée déborde les cloisonnements académiques existants. Au-delà de l'économie, Samir Amin a mobilisé dans ses recherches des savoirs qui ressortissent à des domaines tels l'histoire, la politique, la philosophie, l'anthropologie, la sociologie de la culture, la sociologie des religions. Ensuite, il faut dire que Samir Amin occupe une position rebelle dans la citadelle marxiste, un aspect sur lequel on n'insiste pas suffisamment. Son point de vue a toujours été qu'être marxiste, c'est partir de Marx et non s'arrêter à Marx. Le problème de Samir Amin avec nombre de marxistes occidentaux est soit qu'ils n'ont pas essayé d'aller au-delà de Marx, soit, le cas échéant, ils n'ont pas été capables d'apprécier lucidement les implications analytiques du caractère intrinsèquement impérialiste du capitalisme historique. Cela pourrait peut-être surprendre, mais certains marxistes occidentaux croient que le sous-développement est un mythe et que l'impérialisme est une force progressiste qui apporte des bénéfices du développement capitaliste dans le tiers-monde. Outre la perspective orthodoxe qui voit le développement comme un processus linéaire ponctué par une série d'étapes, Samir Amin a donc dû lutter intellectuellement contre le marxisme eurocentrique dans ses différentes variantes. Penseur indiscipliné, Samir Amin est aussi un penseur systématique. J'entends par là qu'il fait partie des rares intellectuels capables de proposer de grandes synthèses théoriques qui partent d'un examen minutieux des faits historiques, qui reposent sur des raisonnements cohérents de bout en bout et qui permettent de comprendre sous un angle nouveau le monde dans lequel nous vivons et qui continuent de garder leur pertinence avec le déroulement du temps historique. Son travail scientifique est donc tout à l'opposé de celui des théoriciens de l'économie standard qui ont la licence de ne pas discuter les préposés théoriques de leur modèle, de ne pas tenir compte de la réalité dans la construction de leur modèle, de passer sous silence les faits nouveaux qui peuvent les réfuter et de ne pas examiner rigoureusement leurs implications analytiques. En effet, pour l'économie standard, la science normale consiste en la mise en valeur de ce que le philosophe jamaïcain-américain Charles Wade Mills appelle épistémologie de l'ignorance. Samir Amin n'a pas seulement été un théoricien et un observateur lucide du processus de décolonisation en Afrique et ailleurs. Il s'est aussi battu aux côtés des mouvements et leaders progressistes africains pour que les indépendances nouvellement obtenues ne soient réduites à leur plus simple expression par les avatars du colonialisme. À une époque où les économistes africains bien formés étaient une espèce extrêmement rare, Samir Amin avait été presque seul à conseiller les dirigeants progressistes et à combattre sur les plans scientifiques et politiques les idées colonialistes et paternalistes des intellectuels mandatés par l'État français. Chose méconnue, Samir Amin a été l'un des tout premiers critiques du franc CFA, cette monnaie coloniale qui circule encore dans 14 pays africains, dont le Sénégal. L'alternative monétaire panafricaniste qu'il avait proposée à la fin des années 60, mais qui avait été rejetée par la France, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, n'a pas pris une seule ride pour ce qui est de sa pertinence économique et politique actuelle. Depuis le milieu des années 70, les sièges de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Banque des États de l'Afrique centrale ont été déplacés à Dakar et à Yaoundé. Le personnel a été africanisé et les pays africains ne sont plus tenus de déposer l'intégralité de leurs réserves de change au Trésor français, mais la moitié. Ces modestes concessions de la part du système de colonialisme monétaire encore en vigueur n'auraient pas été possibles sans l'activisme d'un intellectuel comme Samir Amin, qui avait réussi à radicaliser un tant soit peu certains chefs d'État comme le président Amani Diori. De manière assez ironique, les témoignages sans doute parmi les plus éloquents de l'intégrité et de l'envergure de Samir Amin ont été fournis par les archives de la diplomatie française. Les services secrets français le voyaient comme un intellectuel subversif dont il fallait observer les moindres faits et gestes. Lorsqu'il était en poste à Dakar, Samir Amin soutenait que la culture de l'arachide n'a pas d'avenir au Sénégal, que la manière dont les pays africains ont été intégrés dans le commerce mondial contribue à leur appauvrissement et qu'il faut un développement autocentré. Cette thèse et son militantisme politique ne plaisaient guère aux autorités françaises. Ainsi, dans une note du 20 octobre 1971 destinée au ministre des Affaires étrangères français et intitulée « Note sur les activités politiques de Samir Amin »,
le ministère de l'Intérieur français se plaignait du soutien matériel et moral que Samir Amin avait apporté aux étudiants sénégalais contestataires en mai 68, de ses sympathies pro-chinoises et du caractère dérangeant de ses thèses sur le sous-développement et le morcellement de l'Afrique de l'Ouest. Au regard de l'hostilité teintée de respect que les agents de l'impérialisme ont affiché vis-à-vis de Samir Amin, on peut dire que Dembo Moussa Dembélé a vu juste en qualifiant dans le livre qu'il lui a consacré d'intellectuel organique au service de l'émancipation du Sud. Que retenir des enseignements de Samir Amin? Selon mon humble point de vue, la seconde moitié du XXe siècle a accouché de 2 résultats scientifiques majeurs et libérateurs pour les pays du tiers-monde. Le premier est que la race comme catégorie biologique n'est pas valide d'un point de vue scientifique. La démonstration de ce fait a été apportée par la génétique. Ce qui existe, c'est l'espèce humaine. Le second est qu'il n'existe qu'une seule économie, le système capitaliste mondial. La démonstration de ce fait a été apportée par les penseurs du Sud avec certains compagnons du Nord, généralement des néo-marxistes. Samir Amin, avec son livre L'accumulation à l'échelle mondiale, fait partie des tout premiers à avoir fait cette découverte importante. Là où la génétique nous montre contre l'idéologie raciste qu'il n'existe pas de race mais une seule espèce humaine, Samir Amin nous montre contre l'idéologie eurocentrique qu'il n'existe qu'une seule économie, autrement dit que l'accumulation capitaliste opère à l'échelle mondiale et donc que les pays du tiers-monde sont bel et bien soumis aux lois de motion du système capitaliste. Ces 2 résultats scientifiques ont des implications analytiques importantes, voire dévastatrices pour l'establishment occidentalocentrique. Quand on sait d'un côté qu'il n'y a pas d'économie sénégalaise ou américaine, mais juste une seule économie mondiale composée de centres et de périphéries, et de l'autre que la race comme réalité biologique n'existe pas, on ne peut plus rendre compte de la coexistence du développement et du sous-développement par des explications racialistes, culturalistes ou institutionnalistes. Les relations de pouvoir, de domination et d'exploitation, souvent opportunément occultées, reviennent au centre de l'analyse. La contribution intellectuelle fondamentale de Samir Amin a été de fournir une approche alternative de l'économie politique du capitalisme. Dès ses toutes premières publications, Samir Amin a défendu la thèse que le capitalisme doit être appréhendé comme un système global qui a des propriétés historiques spécifiques. L'une d'entre elles concerne la relation nouvelle qu'il introduit entre l'économique d'un côté, le politique et l'idéologique de l'autre. Samir Amin observe à juste titre que la loi de la valeur, c'est-à-dire le fait que l'économie dicte sa loi dans toutes les sphères sociales, n'opère que dans le système capitaliste. Dans les systèmes antérieurs, ainsi qu'il le souligne à travers une formule suggestive, c'est le pouvoir qui commandait la richesse. Par contre, avec le capitalisme, c'est la richesse qui désormais commande le pouvoir. Cette thèse de l'inversion des instances, loin d'être une violation des canons du matérialisme historique, est illustrative de la subtilité d'une pensée attentive aux changements qualitatifs qui ponctuent l'évolution historique. En insistant sur la spécificité historique de la loi de la valeur, Samir Amin nous permet de voir, à la suite de Marx, que le capitalisme s'accompagne d'une forme d'aliénation. L'aliénation marchande, qui diffère des formes précédentes d'aliénation de type religieux. Il nous prémunit également de la tentation d'appliquer les lois du capitalisme aux systèmes historiques qui l'ont précédé, un piège dans lequel tombent la plupart des économistes néoclassiques. Par exemple, dans le dernier livre de Thomas Piketty, qui se propose de parler du capitalisme, on trouve des graphiques qui montrent l'évolution du taux de rendement du capital à l'échelle mondiale avant et après impôt, et cela depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et jusqu'à l'an 2200. L'une des caractéristiques importantes du système capitaliste par opposition au type de système historique qui l'a précédé et auquel Samir Amin donne le nom de mode de production tributaire est qu'il est par nature polarisant. Autrement dit, c'est un système qui, loin d'homogénéiser le monde sous l'empire de la loi de la valeur, crée et amplifie par nécessité les inégalités économiques entre les pays des centres et ceux des périphéries. S'il en est ainsi, c'est parce que le système capitaliste est impérialiste par nature. L'impérialisme, affirme Samir Amin, est en contradiction avec Lénine, n'est pas le stade suprême du capitalisme. L'impérialisme est inscrit dans l'ADN du capitalisme. De plus, ces formes de développement ont évolué historiquement parlant. Des impérialismes au pluriel, on est passé à un impérialisme collectif de la triade États-Unis, Europe et Japon. En insistant sur les spécificités de l'impérialisme contemporain, Samir Amin s'est très tôt distancié des théories postmodernistes, somme toute assez fumeuses, à la Negri et Hart, auteur qui parle de l'idée d'empire sans impérialiste. Dans le cadre de sa conceptualisation du capitalisme historique, Samir Amin ne pouvait pas ne pas s'attaquer à l'eurocentrisme. En tant qu'un aspect important de l'idéologie dominante, l'eurocentrisme a en fait pour fonction de cacher la nature véritable du système capitaliste
notamment ses fondements impérialistes et la forme d'aliénation qu'il produit, de déformer l'histoire de sa genèse via son insistance sur l'exceptionnalisme européen et de masquer son caractère polarisant. À travers sa critique de l'eurocentrisme et des réactions culturalistes qu'il a suscitées, Samir Amin a pu mettre en évidence ses fondements culturels racistes, sa nature idéologique ainsi que ses limites scientifiques. Si Samir Amin a offert l'une des critiques les plus pénétrantes et les plus originales du capitalisme scientifique, entre guillemets, formule que plaisante que j'emprunte à James Ferguson, il a également indiqué quelles voies alternatives peuvent mener les damnés de la Terre vers cette authentique civilisation humaine que le capitalisme ne peut que le refuser. À ce niveau, nous arrivons aux réflexions aminiennes autour de la déconnexion, un concept qui ne signifie pas un repli autarcique, mais plutôt une inversion stratégique dans la vision des rapports internes-externes en réponse aux exigences incontournables d'un développement autocentré. Pour parler de la déconnexion en langage imagé, Samir Amin disait souvent sous forme de boutade que ce n'est pas à la République démocratique du Congo de s'ajuster aux demandes des États-Unis, mais plutôt aux États-Unis de s'ajuster aux besoins et priorités de la République démocratique du Congo. En cela, la déconnexion renvoie au projet d'une mondialisation alternative. Le programme de la déconnexion part du constat qu'il ne peut pas y avoir de rattrapage économique au sein du système capitaliste, pour une raison simple. Ce qui exacerbe la polarisation entre les centres et les périphéries est que la mondialisation n'opère que sous deux dimensions, les flux de capitaux d'un côté et les biens et services de l'autre, et ne concerne pas les mouvements de main-d'œuvre. Si les pays des périphéries, soit environ 80% de la population mondiale, veulent rattraper par imitation les pays des centres, il leur faudrait trouver, selon Samir Amin, 5 à 6 nouvelles Amériques en vue de réduire leur excédent structurel de main-d'œuvre. On oublie souvent que le développement de l'Europe a été facilité par une émigration massive pendant des siècles de son surplus de main-d'œuvre. Se déconnecter pour les pays des périphéries suppose donc de sortir de l'illusion du rattrapage. Car comme le disait Samir Amin, dès lors que l'on se rend compte, en vertu de la loi de la valeur mondialisée, que la reproduction du modèle occidental est impossible à réaliser dans le Sud global, il faudra bien se tourner vers des alternatives. Or, sur ce point, Samir Amin nous enseigne que les stratégies de déconnexion qui ont pu connaître un succès hier ne sont pas nécessairement valables aujourd'hui. Celles-ci doivent tenir compte des transformations du système capitaliste impérialiste. De par le passé, l'industrialisation pouvait être un indicateur acceptable de développement économique. De nos jours, ce n'est pas forcément le cas, car des pays ont pu s'industrialiser tout en restant périphériques. Le combat aujourd'hui pour les peuples des périphéries consiste, selon Samir Amin, à mettre fin à ce qu'il appelle les 5 monopoles exercés par la triade et qui sont le socle de dynamique polarisante caractéristique du capitalisme contemporain. Il s'agit du monopole des armes de destruction massive, du monopole des technologies, du contrôle des flux financiers, du monopole de l'accès aux ressources naturelles de la planète et du monopole des communications. S'attaquer à ces monopoles n'est pas, à l'évidence, une sinécure. Pour Samir Amin, cela requiert de l'audace. Une audace qui doit se traduire dans les pays du Nord par l'émergence d'un front anti-monopole et dans les pays du Sud par celle d'un front anti-comprador. À un stade où, pour reprendre ces termes, le capitalisme est devenu sénile, abstrait, voire barbare. Le programme de la déconnexion implique notamment pour les pays du Sud de miser dans l'agriculture familiale via une distribution plus égalitaire des terres, sans quoi l'on imagine difficilement comment ces pays pourraient gérer de manière civilisée leur excédent structurel de main-d'œuvre. La longue route vers le socialisme commencerait peut-être par là, entre autres. En somme, Samir Amin, l'un des penseurs les plus féconds de notre temps, nous a balisé le chemin et a mis à nos dispositions des instruments en vue de la libération des peuples du Sud global. S'il y a une manière d'œuvrer à entretenir sa mémoire, elle consiste sans doute à poursuivre son combat pour l'avènement d'une civilisation humaine qualitativement supérieure à l'irrationalité croissante du système capitaliste impérialiste. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est ouverte à la salle maintenant. Je voudrais d'abord passer la parole à Mme Dri Assi Lumumba, puis au professeur Boubacar Bari, qui sont déjà inscrits. Je prendrai d'autres noms à la suite. Merci. Attention. Vas-y. Ok. Je vous remercie. Je sais que le temps ne nous permet pas de faire de grands discours, mais je voudrais tout simplement dire que j'avais préparé un texte plus long que je devais prononcer à l'occasion des obsèques
du professeur Amin. Je m'étais rendue de New York à Paris, mais ça n'a pas été possible. Donc je vous remercie de me donner cette occasion. Je vais mentionner quelques aspects. D'abord, Tandika, tu as fait une bonne introduction. Je suis de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, au moment où j'étais étudiante, la sociologie était interdite parce que ça formait des récalcitrants. Et après un petit séjour au camp militaire d'Akwedo, dont certains d'entre vous ont entendu parler, j'ai pris la décision qu'il fallait aller en France, contradiction, aller à la métropole pour étudier la sociologie. Et lorsque j'écrivais un mémoire de maîtrise sur l'économie de plantation et les changements socio-économiques, évidemment, les écrits du professeur Amin étaient devenus la Bible pour moi. Et quelques années plus tard, dans les années 80, après mes études de doctorat aux États-Unis, je suis rentrée. Et mon mari, qui enseignait au Libéria, m'avait dit avec beaucoup de passion qu'il venait de joindre une organisation panafricaine, le CODESRIA, avec un jeune comme lui, Bayo, et il m'avait encouragée à rejoindre le CODESRIA. Donc j'étais devenue membre, également membre de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, la FAD. Donc ainsi, je venais souvent à Dakar, aussi au Breda, le CADI et puis la Fondation Ford avaient des bureaux ici. Donc dans le cadre de beaucoup d'activités, je venais à Dakar. Et c'est la première fois, dans le cadre d'une de ces réunions, que j'ai vu personnellement le professeur Amin. Et quand je me suis présentée, il a pris un intérêt immédiatement, et c'est la Côte d'Ivoire qui l'a intéressé, et puis aussi les travaux que je faisais. Et depuis donc les années 80, nous sommes devenus des amis. Il était devenu comme un père, un oncle, un mentor, mais qui aimait aussi, comme tu l'as dit, Tandika, il n'aimait pas seulement qu'on lui fasse des éloges. Il vous encourage à le critiquer. Donc, rapidement, je représente ici aussi des organisations, dont le Conseil mondial des associations d'éducation comparée, World Council of Comparative Education Societies, et qui est formé de membres qui sont elles-mêmes des organisations. Et le professeur Amin a joué un rôle important dans le cadre de ces organisations. Par exemple, en 2015, lorsque j'étais présidente de la section des États-Unis, nous avons organisé une conférence avec le thème Ubuntu, Imagining a Humanist Education Globally. Et il a accepté, après beaucoup de négociations, à donner le keynote. Il m'a dit, évidemment, tu ne vas pas penser que je vais venir à Washington. J'ai dit non. Donc, il a donné sa téléconférence et il y avait plus de 3000 délégués venant de plus de 100 pays. Vous imaginez, la technologie n'a pas fonctionné immédiatement. Donc, il y avait tellement de volontaires. Je voyais les professeurs marxistes étaient les plus animés. Il faut absolument trouver une solution. Évidemment, lorsque finalement ça a marché, qu'il est apparu, les applaudissements dans la salle, je vais toujours me souvenir de ça. Et le thème de sa conférence, c'était, j'aimerais vous lire ça, je parle là rapidement, donc c'était something to cognitive capitalism. Voilà, the question of education, science and technology in the contemporary time, on the theory of cognitive capitalism. C'était évidemment très intéressant de mettre tous ces concepts-là ensemble. Et à la fin de la conférence, nous avons, à travers un long processus, décidé de publier certaines des communications, dont la sienne. Et en 2014, mon mari et moi étions invités à Hong Kong dans le cadre d'une réunion à la suite de laquelle
il a été décidé de créer une revue. La revue s'appelle Bandung, the Journal of the the Global South. Et vous savez donc que Bandung représente quelque chose de spécial pour professeur Amin. Donc, c'est à l'âge de 23 ans, en fait, qu'il était allé à Bandung. Donc, chaque fois qu'on mentionnait Bandung, ça lui rappelait quelque chose, les espoirs qu'il n'avait pas du tout perdus. Alors, lorsque je lui ai dit qu'on allait publier sa communication avec d'autres dans cette revue de Bandung, il était très, très animé, très heureux, et il devait être co-éditeur de ce numéro spécial. Et comme tu l'as dit, quand je lui ai donné des feedbacks sur son article, c'est comme s'il était heureux que je sois assez audacieuse pour lui faire des critiques. Et il répondait, on a échangé. Malheureusement, le numéro n'est pas encore sorti, mais on va le sortir. Je voudrais rapidement aussi dire que j'ai un poste à l'Université de Johannesburg et le centre qui porte le nom d'un autre illustre africain, Ali Mazrui Center for Higher Education Studies. Le directeur et moi avons décidé d'inviter le professeur Amin. On devait travailler sur plusieurs projets. L'un des projets, c'est l'histoire des intellectuels et des institutions africaines. Et on devait l'interviewer. Et il y avait également un autre projet, une conférence dont le thème, c'est Geopolitics of Knowledge on Higher Education. Donc, vous imaginez l'engouement que l'anticipation du professeur Amin, parce que c'est des domaines qui l'intéressaient. Il était très heureux de pouvoir retourner en Afrique du Sud à cette période. Et il anticipait de visiter Soweto, Alexandra, où malgré la fin formelle de l'apartheid, au quotidien, les gens vivent encore les séquelles de l'apartheid. Et cette réunion, la conférence devait avoir lieu en mai, mais pour différentes raisons, elle a été reportée. En fait, la collègue qui co-organisait était décédée subitement du cancer. Donc, on a dû reporter ça jusqu'au mois d'octobre. Donc, nous étions encore en communication. Il devait venir en octobre, et puis le mois d'août est venu. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le professeur Amin, les recherches de terrain du professeur Amin, qu'il avait menées minutieusement pendant des décennies sur les sociétés en Afrique et ailleurs, montrent à quel point sa connaissance profonde des peuples a nourri son travail de théoricien. D'autres qualités et visions de son humanisme ont été renforcées par les relations humaines qu'il avait développées lors de ses travaux de terrain avec le paysanat. Il parlait beaucoup du paysanat. Et chaque fois, comme le temps manque, je voudrais simplement dire que chaque fois que je venais à Dakar, et à cette occasion, je ne pourrais pas partir sans aller le voir. Tu m'as déposé une fois, et ce jour-là où tu m'as déposé pour le rencontrer dans un café, il était à 2 heures pour aller à l'aéroport, mais il m'avait quand même rencontré. Et quand je passe à Paris, il m'a donné le code de leur maison, j'espère que de leur appartement, vous comprenez que c'est une confiance extrême. Mon mari disait, mais toi, tu es devenu plus leur enfant, je l'ai connu avant toi, et tu es devenu leur enfant. Alors bref, pour dire que le professeur Amin était une personne très spéciale, et du fait de ses expériences en Côte d'Ivoire, il avait développé cette ambiguïté. Il critiquait le système, il regrettait l'engrenage dans lequel les dirigeants avaient amené la Côte d'Ivoire, mais il avait développé une affection particulière pour les paysans. Et là où il a fait ses recherches, je viens de là, la boucle du cacao. Donc il y avait tous ces éléments qui nous unissaient. Chaque fois que je passais à Abidjan, je l'appelais. Chaque fois que j'allais les voir, j'apportais un petit quelque chose symbolique de la Côte d'Ivoire. Le fait de dire que ça venait de la Côte d'Ivoire, ça lui donnait un certain plaisir très spécial. Alors la dernière fois qu'on s'est vus, c'était en juillet 2017.
Je suis allée les voir. J'étais là, il était à Bruxelles. J'appelais chaque jour. Isabelle me disait, il va arriver, il va arriver. Finalement, il arrive, j'appelle. Je dis, bon, moi, je repars en Afrique du Sud dans 2 jours. Il dit, non, tu ne peux pas partir sans qu'on se voit. Viens demain. Je suis allée et à 3, nous avons passé des moments que je ne sais pas comment vous communiquer cela. Je voudrais partager ici l'aspect humain. L'aspect humain. Je lui ai apporté une petite chemise, un beau bleu de Guinée. Alors je lui ai donné ça, il y avait une petite robe pour Isabelle. Alors il a pris ça, il a mis, Isabelle, regarde-moi. Alors ça m'a touchée. Je dis, ce grand, et il se comporte ici comme un enfant, comme un être humain. Et donc nos relations étaient à ce niveau-là. Donc je voudrais m'arrêter ici en citant ce Sénégalais, le diplomate, vétérinaire, poète, Birago Diop, qui a écrit ce poème très puissant. Les morts ne sont pas morts. Je voudrais citer ça, c'est bien l'occasion. Oui, Samir Amin n'est pas mort. Il est toujours là, il sera toujours là. À nous de transmettre sa pensée et son modèle d'action aux générations qui nous sont confiées, pour qu'à leur tour, elles continuent le travail de la construction d'un monde juste, désirable pour tous et toutes, réclamant ainsi et enfin notre humanité commune. Je vous remercie. Merci, André. Je vais passer la parole à Boubacar Bari. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Fatou Sow, ma belle-sœur. Juste pour dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole cet après-midi pour rendre hommage à Samir Amin. Et la dame qui m'a précédé a une histoire qui ressemble beaucoup à la mienne. Je devais, dans la délégation sénégalaise qui avait été constituée par le recteur de l'université, le professeur Ibrahima Thioub, je devais participer le vendredi, prendre l'avion pour aller participer aux obsèques de Samir Amin le samedi 1er septembre. Et malheureusement, ce vendredi, mon épouse, Aïda Sow, a été hospitalisée. Et j'ai dû renoncer à ce voyage. Et 15 jours après, le 15 septembre, elle allait être rappelée par Dieu pour rejoindre l'au-delà. Et donc, mon hommage à Samir me renvoie toujours au rappel à Dieu de mon épouse Aïda Sow. Et paradoxalement, c'est elle, Aïda Sow, avant mon mariage, qui a inspiré l'écriture du Royaume du Wallo. Parce que j'étais pressé d'achever mon parchemin pour avoir de quoi apporter les collages chez Fatou Sow, demander la main de Aïda Sow. Donc elle m'a inspiré l'écriture du Royaume du Wallo. Et c'est Samir Amin qui a donné au Wallo sa dimension internationale, sa dimension théorique. Quelle coïncidence. Je me retrouve entre les deux pour leur rendre hommage ce soir, tous ensemble.
parce qu'ils font partie de ma vie. Tandika, Kassé, tous ont dit combien on devait à Samir Amin. Chacun d'entre nous doit quelque chose à Samir Amin. Et moi en particulier parce que lorsque j'ai écrit ma thèse sur le royaume du Wallo et jeune thésard, j'ai osé remettre à Samir Amin un exemplaire de ma thèse. Et c'est lui, en réponse, un mois après, qui m'a dit « C'est très bien, je veux écrire la préface ». C'est lui qui a demandé à écrire la préface. C'est dire sa générosité. Et je dois avouer que c'est grâce à cette préface brillante que ma monographie, qui était dans le cadre d'un petit royaume, dans la vallée du fleuve Sénégal, a pris une dimension théorique internationale pour expliquer les origines historiques du sous-développement et de la dépendance en Afrique. Je le dois à Samir. Et les 4 régions que Tandika a signalées à propos de l'Afrique des réserves, l'Afrique des compagnies concessionnaires, l'Afrique de l'économie de traite, c'est à l'occasion de cette préface qu'il a théorisé cette répartition. Et si le royaume du Wallo a encore un destin, qu'il est lu, c'est grâce à la préface de Samir. L'ouvrage publié en 1972 a été réédité en 1985 par Cartala, traduit en espagnol à Cuba en 2008 et traduit en anglais en 2014 à New York. C'est dire que la dette intellectuelle que nous devons à Samir, sur un plan strictement historique. Mais j'ai d'autres raisons de rendre hommage à Samir. L'une des premières raisons, c'est que Samir Amin fait partie de cette phalange d'intellectuels et de patriotes africains qui sont venus au secours de l'école guinéenne en 1958, lorsque la France a déserté les écoles et a obligé ses ressortissants français à rejoindre la métropole. Samir, Joseph Kizerbo, Abdou Moumini, Manuel Fauté, Béhanzin, tous sont venus au secours de l'école guinéenne. Et c'est eux qui nous ont redonné confiance en nous-mêmes. Et c'est dans ce groupe, à partir de la réflexion de ce groupe, que Abdou Moumini a rédigé la première réforme du système éducatif pour l'adapter aux nouvelles conditions des États-nations, l'éducation en Afrique. C'est un classique qui n'est jamais dépassé. Donc, Samir Amin était là. Il a tracé ce qu'on appelle l'esquisse du plan triennal guinéen, comme celui du plan triennal au Mali. Et le hasard a fait qu'à partir de 1964, nous nous sommes retrouvés à l'université de Dakar. Donc, je dis, notre génération a cheminé avec Samir Amin depuis les années 60, comme l'a souligné, le professeur Kassé. Et nous, lorsqu'il enseignait à la faculté de droit et sciences économiques, on ne connaissait que de nom. On connaissait tous ses cours à travers ses étudiants qui le répétaient. C'est ainsi que nous avons lu Samir, sans avoir été dans sa classe. Et le reste, la deuxième raison, c'est que Samir est un intellectuel organique, c'est un intellectuel qui n'a pas de frontières. Et c'est l'un des rares économistes à avoir fréquenté les historiens, lu les historiens, étudié les historiens. Eric Williams, Esclavage et capitalisme, Abdoulaye, la Compagnie du Sénégal, mais aussi, Walter Rodney, How Europe Entered Africa, Upper Guinea Coast, et notre ouvrage sur le royaume du Wallo, qui a été l'occasion pour lui d'écrire la préface que vous connaissez.
Il rendait l'économie intelligible parce qu'il avait un regard social, il avait un regard politique par rapport à l'économie. L'économie n'était pas seulement les calculs, les profits, les pertes, mais c'est l'explication des mouvements sociaux. Et sur ce plan, on devait rendre hommage à Samir Amin. La troisième raison, c'est que Samir Amin, on l'a dit ici, a accompagné beaucoup de gens à la mise en place d'institutions. En 1972, il était là, à nos côtés, pour la création de l'Association des historiens africains. Il nous a accompagnés. En 1973, il était là, à la création du Codestria. Et il nous a invités à cette création. Donc, Samir Amin est, comment dirais-je, un organisateur, même s'il n'aimait pas la bureaucratie, il participait à la création des institutions. Je n'en dirai pas plus, sauf que nous avons eu la chance de le côtoyer. Et la question qu'on peut se poser, et que je me pose moi-même, pourquoi Samir, tandis que moi-même avons été pris au piège de Dakar depuis un demi-siècle? Pourquoi Dakar est devenu notre ancrage, notre port d'attache? Et pourtant, Samir voyageait beaucoup, mais il revenait toujours à Dakar. Je suis à 1 heure de vol de Conakry. Je suis toujours à Dakar. Tandika est du Malawi, mais il est toujours à Dakar, et souvent à Dakar. Donc, vraiment, je ne peux que rendre hommage à Samir Amin. Et comme on disait Aboulaïli, dans la dédicace qu'il m'a faite de son livre accompagné du Sénégal, la lutte continue. Ce sont des grands intellectuels qui ont vu loin, qui voient loin, et l'avenir leur a donné raison. Même s'il a été critiqué, Samir a raison sur beaucoup de points. Et c'est pour ça que nous devons continuer à le lire et à le revisiter, même si nous devons, pour lui rendre hommage, le remettre en cause pour le bien-être des populations d'Afrique. Je vous remercie. Merci Boubacar. Donc je passe la parole là. Alors, vous allez vous lever, il y a un micro. Micro, c'est pas allumé? Bien, comme la plupart des intervenants parlaient en français, moi je vais parler en anglais, ensemble avec Tandika. As a student, graduate student in the 60s and up to 1970, I did read Samir Amin since I went to University of Wisconsin-Madison for my PhD. And of course, I read the monthly review regularly, so his articles were there, so I knew who he was. But it wasn't until 1988 that I was chosen by the Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries to chair an evaluation panel because they were providing support for the research program of the Third World Forum on Alternative Futures for Africa. So I was chosen chair of this panel, which included the late Claude Meillassoux, a well-known French anthropologist, Professor Benondulu, who's now the governor of the Central Bank of Tanzania, and Professor Joran Heden, or Joran Heden, as some people call him, was a professor of political science at the University of Florida. So we were given 10 books to read, which were published by the Third World Forum, and we were supposed to come to Africa for a month to evaluate Samir Amin
So we came here in February 1989, and we were also supposed to go to two, as it was said here that Samir was a person who helped create institutions. He told us that his best two antennas were in Nairobi with Peter Anyang' Nyong'o and in Harare with Ibo Jana, and I happen to know both gentlemen were friends of mine. So we came here, and one of the most interesting things was that, well, first let me say that I met Lily and Bernard Funu, who were his close collaborators, and they created a new family for me in Dakar. When I came here, like many people said, I usually stop by to see Samir and spend the lots of time talking with him, discussing my publications or his publications and others. We had a very interesting discussion because Samir was a man of great integrity. He would defend his positions and the position of the other writers who were published in his series without fearing that the evaluation committee might make a decision which would be inimical to him. So as a matter of fact, he was worried about a couple of people on an evaluation committee, but we gave an unanimous approval. We gave a unanimous recommendation to SADC that he had to be supported because he represented a very needed alternative view of Africa, an alternative view of the world economy, which was needed for Africans. As Ntanika pointed out, his analysis of the historical development of economies in Africa is extremely useful even until today. For example, his geography of the economic exploitation, which Ntanika referred to, is extremely important to understand in terms of any change we want into African economies, and especially in the area of agriculture. I also came here in 2001 at the request of Bernard Funu to participate in a forum on globalization in Africa, what alternatives for Africa. And Bernard had wanted to make it close to Samir's birthday, his 70th birthday, but unfortunately we couldn't wait that too long, so it took place in April of 2001. I was then a UN bureaucrat, but in spite of that, I took leave of absence to come to Dakar to honor Samir, because it was, and also on the trip was my boss at the UNDP, was also a scholar, a Congolese economist. We came, both of us, to present papers at this. And one of the interesting discussions that came out was, of course, the question of how can Africa emancipate itself? What are the alternatives that Africa has in terms of escaping the perpetual domination of the developed countries? And Samir referred us to many of the critical points he has been defending, especially the whole question of self-reliance, and the whole question of working together in terms of facing the challenge, especially in the terms of development. He pointed out that one cannot expect Africa to develop if it does not industrialize. And industrialization also requires the development of agriculture, that agriculture must be industrialized, and that we must be able to produce not only export crop or things that we send out, we must produce capital goods that can help us to produce other goods. And this was one of the constant themes in his analysis of African economies. My last, Vous pourriez conclure, s'il vous plaît? Yes, my last contact with Samir was when I was here in 2009-2010 as interim director of the Africa Governance Institute. He was then in Paris, and I told him that I need him to come here because I was holding a seminar, a forum on developmental governance. Although Samir rejects this whole idea of governance, if this was a UN stuff, but he came anyway. He came to talk about development, and his keynote address was extremely wonderful because it did have a great influence on how other people did. So I think that we have to be very thankful for his work,
and continue to read it. I remember the other day when we spoke about the Cabral, Jody Chikata said that we are in some disciplines where you are expected to quote people who have published in the last 2 years. I think we have to go back to the Cabrals, the Fanon, and Samir Amin and others to be able to have a better understanding of our predicament. Thank you, Madam Chair. Merci. Dembélé, et puis Juan. On n'est pas à 26 heures, donc on va demander de faire des orations plus courtes. Je vais préparer quelque chose. Merci Fatou. Moi, j'ai eu l'honneur et le grand plaisir d'avoir fréquenté Samir pendant des heures et des heures au moment où le Codesria, avec Ibrahima et Olivier Sagna, m'ont chargé d'écrire quelque chose sur lui. Et on a passé des heures à parler de son itinéraire. Et c'est le livre qu'on a lancé lors du Forum social mondial de 2011 et qu'on a baptisé, mon ami collègue Ndongo l'a dit tout à l'heure, intellectuel organique au service de l'émancipation du Sud. Parce que Samir Amin, c'est le Sud, toujours, contre l'impérialisme dominant. Donc pendant cette période, j'ai été témoin de l'envergure intellectuelle, de la facilité avec laquelle Samir pouvait analyser le monde d'une façon simple. Il est vrai que, aussi, la générosité, tout à l'heure, Lily a parlé ou d'autres ont parlé de la générosité de Samir. La générosité à partager le savoir, la disponibilité. Ibrahim Sall, dans un mot, disait qu'on a trop abusé de Samir. C'est vrai, parce qu'il était toujours disponible. Il a lancé en 2013 notre forum Les Samedis de l'économie. Avec Ndongo, mon ami et brillant collègue Ndongo Silla, que vous avez écouté tout à l'heure, nous avons lancé les Samedis de l'économie avec la Fondation Rosa Luxembourg. C'est Samir qui a ouvert ce forum. Et il est apparu 5 fois entre 2013 et 2018 à ce forum. Et à chaque fois, à la dernière minute, on dit « Ah, Samir, est-ce que tu peux venir présider ?» Oh, je devais aller me reposer à Sali, mais Bembus, ce n'est pas grave, je reviens. Il venait et il passait du temps avec lui. Et Samir venait le premier. La dernière fois, c'était au mois de mars, pour le bicentenaire de Karl Marx. Au mois de mars, ici, pour fêter le bicentenaire de Karl Marx. Je suis venu et je viens toujours les premiers à ce forum. Et Samir était là, assis, tout seul. Je dis, mais professeur, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu si tôt? Il dit, oh, c'est pas grave, tu sais. De toute façon, je dois être là. Que les gens soient là ou pas, tu m'as invité, je suis là. Donc, c'est cette générosité à partager son savoir qui caractérisait Samir. Et nous lui devons beaucoup. Il nous a aidé à comprendre l'évolution du monde. Quand, puisqu'on parle de mondialisation, quand les idéologues de ce système parlaient de l'avènement d'une ère de prospérité et de paix pour tout le monde, Samir annonçait l'empire du chaos. Et le chaos est là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans ce monde-là. Et je crois que c'est ça, les audaces intellectuelles de Samir qui nous ont permis de comprendre ce monde. Et c'est un legs que nous devons chérir, développer. Être fidèle à l'esprit de Samir, c'est de continuer ces combats, à la fois intellectuels et politiques. Qu'il dorme en paix. Merci. J'ai passé la parole à Moumouane. Merci, Tom. Moi, je m'appelle Abdurrahman Ouane. J'étais le chargé de la communication du Codesria et je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis de l'institution pour m'avoir donné la possibilité de discuter et de travailler directement
avec certains intellectuels, certaines sommités du continent. Je fais partie de, en fait, après Ibrahima et Aminata Diaw Cissé, Samir faisait partie de la personne que j'avais vraiment le plus dérangé. Parce que je pense qu'entre 2011 et 2018, ou même 2017, j'ai eu à organiser au moins 14 interviews, à caler des rendez-vous avec la presse. Et la première fois, ce n'était pas très facile, parce qu'on était à Rabat, et c'était la Voix de l'Amérique qui voulait l'interviewer, et il n'était pas du tout consentant, il ne voulait pas parler à la Voix de l'Amérique. Je lui ai dit, mais attendez, si vous ne parlez pas à la Voix de l'Amérique, ça risque d'être compliqué. C'est au moins un forum, il y a des gens qui écoutent, même si vous ne partagez pas leur ligne rédactionnelle, essayez au moins de parler et c'est votre message qui sera entendu. Je ne sais pas, je vais voir. Je ne veux pas parler à la Voix de l'Amérique. Le lendemain, il était prêt, il était ouvert, il avait accepté le principe de parler avec Idriss Fall de la Voix de l'Amérique. Maintenant, je tiens à parler parce qu'en 2015, il y a quelque chose quand même qui s'était produit. C'est quand on préparait la 14e Assemblée générale. On a transformé son bureau en studio. J'ai fait venir Sud FM pour qu'il y ait une interview, pour qu'il puisse quand même parler en fait, pour préparer un peu, expliquer c'est quoi le Codesria. Même s'il n'était pas très chaud, il ne voulait pas trop parler des institutions. Parce que pour lui, communiquer, on devrait plus communiquer sur les idées, sur le panafricanisme, sur le changement de société que sur les institutions elles-mêmes. Je n'étais pas d'accord, mais on a trouvé un compromis. Pour moi aussi, il fallait parler du Codesria parce que c'est le Codesria qui me payait. Et donc, ne pas parler du Codesria, c'est un peu passer à côté de ma mission. Mais on avait trouvé un compromis. Et donc, quand il discutait avec Baye Oumar Gueye, il y a eu une question qui était sortie, c'était que bon, le PSE, c'était quand même une montagne de fumée. Et les autorités ont mal pris ça. Et le lendemain, je découvre Samir qui était quand même très fragile. Il me dit que, mais Abda, il y a une chose, il m'appelait Abderrahman lui, il y a une chose que je ne veux pas, c'est que le Sénégalais pense que je suis là pour leur donner des raisons, en fait leur donner des leçons. Et donc, je ne sais pas par quelle méthode on doit quand même essayer de corriger ça. Je dis que le problème ne se posera pas. On va parler directement aux autorités qui ont déjà compris. Et deuxièmement, je vais vous trouver un rendez-vous avec le Soleil et vous allez vous expliquer. Et le lendemain, il est là le journaliste du Soleil? J'ai dit oui, il arrive, il est là à l'heure, effectivement. Nous sommes sortis dans un endroit ici où il pouvait quand même fumer et l'interview s'est bien passée. C'est dire qu'il m'a beaucoup facilité le travail. Il faisait partie de ces intellectuels qui étaient quand même faciles à avoir, en fait, et qui me recevait. Et thank you aussi à Lily qui nous a facilité la tâche, Bernard. Pour nous autres, et je pense que c'est aujourd'hui fondamentalement qu'on soit de Trust Africa, qu'on soit du Forum du Chairman, qu'on soit du Codesria, c'est aujourd'hui que le travail de communication et de dissémination de son œuvre doit commencer en réalité. Et parlant de son travail, ce qui l'intéressait, ce n'était pas qu'on comprenne ça, mais qu'il y ait toujours des méthodes, qu'il y ait toujours des forats, que les Africains puissent se retrouver et puissent discuter. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais au moins qu'il y ait des débats et qu'il y ait la continuité de ces débats-là. Je vous remercie. Pour moi, il n'est pas mort. Il est encore avec nous et il sera toujours avec nous. Sergueï, après vous. Je vous remercie. Je vous salue tous, frères et sœurs. Je voudrais d'abord dire qu'il est très important pour moi qui travaille à Enda Tiers-Monde, une des institutions que Samir a fondées, de prendre la parole ici au nom de cette organisation. D'abord pour dire que Samir savait qu'il n'était pas éternel. Et c'est sans doute pour ça qu'il écrivait autant. Mais c'était aussi un stratège.
pense que c'est aussi pour cette raison qu'il a initié autant d'institutions. Et dans les derniers moments de sa vie, que nous avons beaucoup partagé avec lui, je pense qu'il a pensé que sa mission, à la fin, c'est aussi de reconnecter les différentes institutions qu'il a su créer, qui sont des institutions qui sont nées au même moment et à qui il a donné sans doute des fonctions et des missions complémentaires, mais différentes. Et reconnecter le Codestria avec ENDA Tiers-Monde et le Forum du Tiers-Monde, c'est ça qui a produit ce que nous appelons aujourd'hui le rapport alternatif sur l'Afrique, ce qui est une des dernières initiatives qu'il a prises, peut-être une des dernières manifestations auxquelles il a participé, c'est le lancement de ce rapport. Donc, il était important pour moi de venir aussi parler de ce rapport pour donc le présenter à tous les gens qui sont, pour qui Samir en tout cas représente quelque chose. Le numéro 0 de ce rapport a été lancé en juillet. Il y a beaucoup contribué, non seulement dans le développement de l'initiative, mais aussi dans son contenu. Et le numéro 1 est déjà en cours de préparation. Et je pense que ce serait bien que nous tous, pour qui Samir donc représente quelque chose, nous devons, à travers ce rapport, poursuivre son œuvre et contribuer ainsi à atteindre les objectifs qu'il s'est toujours fixés. Je vous remercie. Oui, je m'appelle Oussama Ousmane, je suis de l'université de Khartoum, Soudan. Je n'ai pas connu Samir personnellement, j'ai connu le personnage, j'ai lu ses écrits. Je l'ai vu ici la dernière fois en 2015 lors de l'Assemblée générale de Codestria et plusieurs fois à Paris avec Marema et d'autres quand on était étudiants. Mais j'ai eu, je dirais, la bénédiction d'accompagner Samir pour le dernier kilomètre au mile lors des obsèques. Je suis allé à Père-Lachaise par une porte qui n'était pas la plus proche de la tombe. Et puis j'ai demandé à quelqu'un par hasard comment faire. Et puis il m'a demandé, vous allez pour la funéraille de Samir? Je lui ai dit, venez avec moi. Et je suis avec lui, et c'était le chauffeur de Corbeil qui m'a fait une petite place à côté du cercueil. Et j'ai eu l'honneur d'aller jusqu'à la dernière destination avec Samir. Bien. J'ai mon propre neveu qui fait une thèse de fin d'études et qui avait cité Samir Amin. Et il a eu beaucoup de problèmes avec son superviseur. Que voilà, bon, à notre époque, on ne peut pas faire une thèse sans citer Samir Amin dans les années 80. Maintenant, ça devient problématique avec tous les changements et tout. Mais quand même, il y a une sorte d'effort délibéré de certains académiciens dans les universités du Nord d'effacer le mémoire et l'œuvre de Samir Amin. Et ça nous impose une responsabilité de tenir bon et de citer Samir Amin et d'encourager les étudiants à le lire parce que c'est important. Et puis les événements qui courent chaque jour confirment sa vision, comme quoi il était visionnaire. On a vu les Gilets jaunes et autres. Chaque jour qu'il y a quelque chose, on voit que Samir avait dit quelque chose sur cela. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la parole? Ah, pardon, Ibrahim. Merci.
J'ai entendu Boubacar Bari dire qu'il est à 1 heure de Conakry de vol et il est encore à Dakar. Moi, je suis à 20 minutes et je suis encore là, je ne sais pas combien de temps. Mais je voudrais juste dire 2 choses. Je pense que vraiment les 5 institutions qui sont à Dakar devraient se mettre ensemble pour l'hommage intellectuel dont on a parlé tout à l'heure. L'UCAD, Université Cheikh Anta Diop, ENDA, le Forum du Tiers-Monde, IDEP et Codestria. Ce sont des institutions dans lesquelles Samir s'est beaucoup investi. Et il n'y a pas de raison qu'elles ne se mettent pas ensemble pour faire un hommage intellectuel mérité. Alors, je pense que Chérif a commencé à déjà faire circuler quelque chose d'ici un an. Mais il faudrait plusieurs choses d'ailleurs qu'il faut imaginer pour son hommage. Ce n'est pas seulement le colloque là, mais je pense que ces institutions-là ensemble devraient parler, quoi. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand on relit la note qui est déjà reproduite ici, là, d'ailleurs, dans ce numéro de bulletin, où il raconte un peu les débuts du Codestria. Et parlant de Samir comme stratège, il explique pourquoi ils ont décidé délibérément de faire en sorte que le Codestria soit dans un pays francophone. Parce que c'était la condition pour qu'il soit véritablement panafricain, en fait. Ce n'était pas la francophonie qui l'intéressait. Mais il disait qu'il était convaincu que si le Codestria avait son siège dans un pays anglophone, il ne serait pas aussi panafricain qu'il l'est en étant basé dans un pays francophone. Parce que là, les anglophones vont venir. Mais l'inverse n'est pas sûr que ça soit aussi simple. Et la deuxième chose, c'est qu'il disait, dans cette même note, qu'il était hésitant par rapport à un ancrage universitaire du Codestria en tant que siège, compte tenu justement de la manière dont l'université à l'époque, en 1973, c'était 2 ans après la sénégalisation de l'UCAD. UCAD, on sait que jusqu'en 1971, why am I speaking in French, by the way? 72. Yeah. University Cheikh Anta Diop was a French university until 1972 or 71. So Samir was acutely aware of the need for transformation and the fact that transformation hadn't really moved much. And therefore, locating Codestria in a university setting was going to restrict the possibilities for having the kind of independent and bold thinking that he was calling for, that his understanding of what the mission of Codestria was. And I think those two terms he kept reminding us over the last, I think he saw the end coming in a sense, because he was becoming more and more impatient. First of all, to get his works out. 2, he was, from the beginning, if you see how he was talking about Codestria and the reason why it was set up, the main point wasn't only about scholarship, it was about changing the world, basically, making the world better. So independent and bold thinking on contemporary problems of the world, from the point of view of the South, from the point of view of Africa, were his main concerns. And he was, I think, one thing Sheikh didn't say was that he donated his library to ENDA, and it is called Bibliothèque Populaire de Développement, Popular Library for Development. Now, it's interesting he didn't give the library his personal library to a university or to Codestria, because he wants the library to be accessible to a larger audience, right, to a popular audience. And I think he was interested in scholarship, the best of scholarship that there could be, but at the same time the linkages with social movements, with the working people, because that linkage is the condition for the changes that we are hoping for to happen. So I think it's very important that maybe going forward we keep that in mind. And that is one thing that certainly African scholarship needs to do a little bit more of, interacting with the different audiences that we could bring together for transformation. Bien, je vous remercie. Je crois qu'il n'y a pas de synthèse à faire. Ce qu'on a voulu faire cet après-midi, c'est rendre hommage à un homme qui était des nôtres. Vous savez, ce qui est curieux au Sénégal, personne ne s'est jamais demandé si Samir Amin était blanc ou noir. Est-ce qu'il était arabe? Est-ce qu'il était copte? Il faisait partie, alors j'allais dire de nous, mais un nous tellement large, parce que dans le Codestria, vous avez quand même plusieurs nationalités. Et je pense à ce personnage extraordinaire à sa manière,
que nous avons rendu cet hommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Fatsuso. Chers collègues, il y a quelqu'un qui a perdu ses lunettes bleues. Si vous avez trouvé des lunettes bleues, est-ce que vous pouvez le laisser dans le bureau de Codesria juste derrière vous? Les gens dans le bureau de Codesria cherchent Ngoy Chibambe Herman. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez voir les gens dans le bureau de Codesria? Le gala dîner va commencer, la fête ce soir va commencer à 8h. Ce sera dans la salle où on prend le déjeuner. À 20h. Dans la salle où on prend le déjeuner normalement. Donc, vous avez 2 heures pour se reposer parce que ce sera une soirée dansante. Oui, donc il faut venir prêt à danser. Merci beaucoup et bonne soirée.